devant la grosse voiture de Paul, un rien vétuste, qui inquiétait par ses dimensions généreuses et cette façon têtue qu'elle avait de déborder sans vergogne sur l'espace de la route, à la fois devant, mais aussi et surtout sur les côtés et derrière, là où le regard ne saurait se porter directement aux confins extrêmes du coffre interminable. Paul avait alors proposé sa Diane tout-terrain dite le carrosse. Beige, antédiluvienne, humble et vouée à d'agricoles usages, fleurant bon en toute saison le grain des poules, la paille, la ficelle, la terre mouillée, le bois, la bouse, le lait et la pierre à aiguiser, la Diane historique, depuis longtemps amputée de sa banquette arrière, subit un impitoyable nettoyage et fut dotée de housses neuves. Le matin du 14 juillet, Paul dispensa une leçon inaugurale, au terme de laquelle, paterne et déterminé, il confia à Annette les clés de la Diane et la médaille patinée du Saint-Christophe, qui avait jadis, à l'instigation des oncles, présidé à ses propres débuts de conducteur. On comprenait, arrivant à Fridières, combien la voiture y était un indispensable appendice. Nicole avait la sienne, et les oncles bichonnaient la leur, une commune et vénérable Citroën qu'ils n'exhumaient plus qu'à titre exceptionnel pour descendre au bourg à un enterrement, par exemple, si toutefois ils jugeaient opportun d'honorer le défunt ou la défunte par leur douce et autonome présence. Dans le cas contraire, un seul oncle suffisait, qui serait alors véhiculé par la diligente Nicole, laquelle assisterait éventuellement à la messe ou attendrait dans sa Panda en écoutant Radio Monte Carlo, ou remonterait à Fridières, dont elle redescendrait à l'heure adéquate pour récupérer l'oncle aîné, debout, tombé, à l'entrée du cimetière ou devant l'église, les mains nouées sur sa casquette d'apparat. Pour les oncles, la conduite de la voiture se pratiquait à deux, et Paul ne se souvenait pas qu'ils eussent jamais dérogé à cet usage singulier, même en la pleine force de l'âge. Désormais, et ce depuis 11 ans, depuis l'achat de la languide Citroën BX diesel vert sapin métallisé, chaque dimanche en fin de matinée, entre 11h et midi, les oncles dégourdissaient la voiture. On la démarrait et elle vrombissait longuement dans le garage étroit, dont les portes avaient été au préalable ouvertes au plus large. Une marche arrière et quelques manœuvres délicates se révélant nécessaires pour extraire le précieux véhicule de son étui et de la cour, directives mimées et injonctions vociférées se succédaient, l'un des oncles s'évertuant au volant, tandis que l'autre se plantait en sémaphore devant les cages à lapins en toutes circonstances et saisons. Seule la neige empêchait la cérémonie. Et encore fallait-il que la couche tombée fût assez sérieuse pour dissuader les coéquipiers intrépides. On n'allait pas loin. Selon un itinéraire immuable, on se rendait aux limites de la propriété, afin d'examiner les terres les plus écartées, et, le cas échéant, bêtes et clôtures, d'un regard que la vigilance requise par la bonne conduite du véhicule, toujours à moins de 50 km à l'heure, ne prisait qu'en partie de sa coutumière acuité. L'affaire était connue dans le pays. Le dimanche, entre 11h et midi, les oncles de Fridières dégourdissaient la voiture. S'ils n'étaient pas passés par le pont des Chèvres à 11h15 et sur la place à 11h20, on pouvait sonner le tocsin, la guerre était déclarée, le canton se trouvait à la dernière extrémité. Un détail, enfin, ravissait les habitués et fortifiait auprès d'eux la solide réputation d'originaux qui auréolait les oncles faussement jumeaux. Non contents de se succéder au volant d'un dimanche à l'autre, Louis et Pierre n'auraient pour rien au monde renoncé à la compagnie de Lola. Elle trônait, magnifique, la truffe écrasée contre la vitre, à la droite du conducteur, tandis que le frère, réduit au rôle de passager, tenait le milieu de la banquette arrière. Et Lola, c'est le chef. Voilà.